Donc on Oui. a une présentation de 25 minutes, des questions, et après il y aura le jazz. Ok. Bonsoir tout le monde, merci. Donc avec Corentin, en fait, on partage beaucoup de questions scientifiques et on a même partagé un bureau. Donc on a essayé de se consulter pour pas se répéter et aussi avoir des problèmes de présentation. Voilà, et Corentin vous a un peu présenté l'idée derrière le fait de simuler les galaxies, l'intérêt, un peu la méthode. Moi je vais vous parler plutôt de comment on compare avec la réalité, c'est-à-dire les observations. Et donc la première chose par laquelle je vais commencer, c'est juste insister sur le fait qu'il y a plein de vraies galaxies qu'on voit dans le ciel. Okay. Ça, pourquoi je le montre, c'est parce que c'est un outil en ligne que vous pouvez aller manipuler vous-même, okay, avec ce lien. Je ne sais pas si vous pourrez le retrouver facilement après, mais Oui, on peut va mettre dans la dans description ou un truc comme ça. Ok, et vous avez un petit truc, vous pouvez vous balader dans ce carré sur le ciel. Okay, c'est un carré qui a été vachement étudié, qui s'appelle Cosmos. Okay, et dans tout ce carré, il y a plus de 700 000 galaxies qui ont été détectées par des collègues, d'accord ? Vous voyez là que je suis zoomé, en fait, je ne suis pas sur la totalité du carré, et essentiellement, tous les petits ronds, toutes les petites formes, à part les grosses croix, sont des galaxies dans cette image, d'accord ? Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut continuer à zoomer, et là on commence à vraiment voir la morphologie, l'aspect des galaxies. Donc on voit qu'on a des spirales, certaines sont vues un peu inclinées, certaines face sur la tranche, ok ? Donc j'allais un peu vite pour pas trop me répéter avec Corentin, mais il y a une grosse diversité de galaxies, c'est vraiment des objets variés, ok ? Bon, ça c'est une façon historique qu'on a eu de les classifier, ok ? Donc il y a des galaxies plutôt massives, plutôt ellipsoïdales, ok ? Un peu rondes, écrasées, et plein de galaxies avec des spirales, des formes un peu plus ou moins compliquées dans leur centre, et des galaxies où c'est un peu plus compliqué, qui sont moins symétriques, qu'on appelle peut-être irrégulières, d'accord ? Et nous, notre objectif de la communauté de gens qui étudient les galaxies, c'est d'expliquer en fait pourquoi on a ça, concrètement, comme l'a dit Corentin. Okay, un des trucs que les simulations peuvent apporter, si on a une simulation hyper réaliste, c'est qu'on peut prendre quelque chose dans une simulation, une galaxie simulée qui ressemble à une vraie galaxie, et on peut se dire, ok, mais en fait, elle ressemblait à quoi il y a 1 milliard d'années. Okay, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui peut expliquer tout ce qu'on voit. Et par contre, pour avoir ça, et pour être sûr de pouvoir faire ces prédictions, il faut qu'on ait un moyen de confronter nos simulations à ce qui est réel, à ce qu'on observe sur le ciel, comme dans le champ Cosmos. Ok, voilà. Ok, donc est-ce qu'elles sont réalistes Et en fait, c'est pas si simple de les comparer. D'accord Donc si on pense à une galaxie vue sur le ciel, comme je viens de vous en montrer, d'accord on voit une espèce de tache lumineuse, ok, dans plein de couleurs avec nos télescopes. Et la façon dont on va définir la galaxie, dont on va la retrouver, voilà, vraiment la définir, ça va être juste simplement de dire qu'il y a une grande concentration de lumière et la combinaison de couleurs nous fait penser que c'est de la lumière stellaire, en gros, d'accord ? Et dans tous les jolis films que Corentin nous a montrés, a priori, on ne peut pas faire ça, en fait. On a accès, par exemple, à la masse des étoiles, ok ? Donc on a une distribution des masses. Donc, à la place, on va plutôt dire on a une grande concentration de masse stellaire et aussi de matière noire et de gaz, comme l'a expliqué Corentin. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas comparer un à un les choses, okay, très facilement. D'accord ? Donc juste pour insister, ouais, dans les simulations, on a parfaitement connaissance de tous les éléments numériques, de tous les éléments discrets numériques, ok ? On peut tout mesurer en fait en pratique. Ça peut être réaliste ou pas réaliste, mais en tout cas on peut tout mesurer dans notre simulation. Alors que pour une observation, on est obligé de déduire des choses à partir de la lumière qu'on perçoit. Okay ? Donc il peut y avoir de la lumière qu'on ne perçoit pas déjà, et en plus il faut faire un tas de modélisation, okay, pour comprendre ce qui se passe. Donc pour faire un exemple hyper bête, okay, vous pouvez vous dire dans une galaxie qui a plus de lumière, qu'elle a plus de masse par rapport à une autre galaxie qui est moins lumineuse. Okay ? Je peux aussi vous donner un autre exemple, okay, c'est mesurer la taille des galaxies. D'accord ? Donc, vous avez vu, il y a plein de morphologies différentes, d'accord ? Corentin a aussi parlé de ça. Il a dit qu'on avait du mal à reproduire les tailles des galaxies observées, par exemple. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'on a intérêt à faire. Et donc si je reprends mes mêmes images ici,
Par exemple, si je veux définir une taille de cette galaxie qui soit un peu simple, facile à comparer, je peux prendre un rayon qui contient 50% de toute la lumière de la galaxie, d'accord? Pour une galaxie simulée, c'est moins évident, je ne peux pas faire la même chose, donc je vais prendre 50% de la masse. Donc, alors, c'est les mêmes, donc là je triche, c'est aussi une galaxie simulée ici, d'accord? Donc je reviendrai vers ça. J'ai pas exactement calculé les mêmes rayons, mais on n'est pas du tout obligé d'avoir la même chose, d'accord? Juste pour illustrer à nouveau. Ok? Donc c'est quoi la solution? En fait, le parcours de la lumière des photons depuis les étoiles vers nous, c'est aussi un procédé physique. Donc on peut se dire, ok, on va la simuler aussi, comme on a simulé l'hydrodynamique et la gravitation, d'accord? Donc on va partir de choses comme ça, donc notre carte de là où se trouvent les étoiles, la masse stellaire, d'accord? Et on va utiliser les propriétés qu'on connaît dans la simulation de nos étoiles, donc leur masse, leur âge et leur enrichissement en éléments chimiques, en atomes un peu lourds, pour en déduire leur luminosité vue sous différentes couleurs. Donc on va faire plein de cartes avec des de flux perçus par ces étoiles, ok, en plein de couleurs différentes. Donc là, j'ai un exemple où c'est des lumières un peu rouges. Là, ça va sauter, j'ai des lumières un peu plus bleues. Donc on voit que c'est pas du tout la même chose, ok. La lumière bleue dans cette galaxie, elle provient surtout des petits amas, des petits grumeaux qu'on voit sur les abords, ok. D'accord. La deuxième étape, c'est qu'on va devoir propager cette lumière depuis les étoiles dans la galaxie vers l'observateur, d'accord. Et Corentin l'a bien rappelé, mais dans les galaxies, ok, il n'y a pas que des étoiles. Donc là, on va choisir une direction arbitraire qui va être vers l'observation, ok. Donc là, je dis, j'observe cette galaxie là sur la tranche, ok, vers là. Dans cette galaxie, il y a aussi du gaz, ok. Et dans le gaz, il peut y avoir des atomes plus ou moins lourds et ils peuvent s'agréger ensemble pour faire ce qu'on appelle un peu de façon abusive de la poussière, okay, qui peut interagir très fortement avec la lumière, la dévier et en changer la couleur. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer pour chacune de ces étoiles vers l'observateur et on va se dire, ok, cet élément discret, quelle est la lumière qui arrive depuis l'étoile, quelle est la quantité de gaz et d'éléments qui peuvent interagir avec la lumière, faire interaction et continuer. Et ça, on appelle ça le transfert de rayonnement. D'accord? On va être un peu généraliste. Donc à la fin, on obtient des objets un peu comme ça, d'accord? Des images un peu comme ça. Donc là, j'ai pris 3 galaxies un peu pour illustrer la diversité d'objets qu'il peut y avoir aussi dans les simulations. Okay. Donc c'est à 3 âges différents, d'accord, ces galaxies. Et on voit qu'on a 2 spirales un peu petites, d'accord. Et à droite, on a un truc un peu plus compliqué qui serait plutôt irrégulière. Et on voit aussi que leurs couleurs sont très différentes. Donc au milieu, on voit qu'on a une forme de spirale en bleu. Okay. Donc là, on a plutôt des étoiles jeunes qui sont plutôt bleues. Et on voit que celle-là, elle est presque entièrement bleue et blanche, d'accord. Et celle-ci, en fait, elle forme beaucoup plus d'étoiles que les autres, alors qu'elles ont à peu près la même masse, d'accord. Je vous ai aussi mis une échelle en bas, d'accord. Donc cette grande barre, c'est un demi-arc seconde, ok. Alors pour vous référer et pour justifier le fait qu'on a besoin de télescope, la Lune sur le ciel, quand vous la voyez, c'est environ 2000 arcs secondes, d'accord. Donc il faut vraiment un télescope pour magnifier ces choses. Elles sont très distantes, elles sont dans... Là, ces galaxies simulées, elles seraient à l'intérieur de 4 ou 3 milliards d'années après le Big Bang, donc il y a plus de 8 milliards d'années. D'accord. Ok. Et donc là, on peut faire un petit film d'une galaxie et voir son histoire, d'accord. Donc c'est la même chose, ok, mais on remonte dans le temps. Donc on voit qu'elle tourne, ok, on voit sur la tranche. Et on voit les petits grumeaux lumineux qui se baladent, en fait, qui vont entrer dans la galaxie. On voit, il y a plein de structures aussi, plein de choses intéressantes qui ont lieu dans la galaxie elle-même. Donc ça correspond exactement à ce que montrait Corentin, sauf que là, on a vraiment pris la lumière des étoiles et on l'a propagée à travers le gaz et le milieu dans la galaxie, d'accord. Ok, et ça ressemble plus à une observation déjà, d'accord. On peut faire ça pour un tas de galaxies, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis amusé à faire l'autre jour. On a un exemple avec à peu près 560 galaxies, d'accord. Je vais zoomer un petit peu, juste pour à nouveau illustrer la diversité. Donc on a pas mal de belles spirales, on a celles vues sur la tranche, celles vues de face,
là, on a des galaxies un peu proches en interaction, ok. Et on a aussi des galaxies vraiment irrégulières, où c'est un peu compliqué à comprendre. On a des toutes petites choses très peu lumineuses. Ok. J'ai d'autres planches comme ça. Voilà. Mais en fait, c'est pas tout. D'accord? Donc là, j'ai pris la lumière et je l'ai ramenée proche de notre télescope. Mais le télescope va agir sur la lumière. Le télescope, il fait le grossissement, par exemple. D'accord? Donc, je vais prendre l'exemple du James Webb, ok, et d'un instrument qui s'appelle NIRCam. Et le James Webb, c'est un instrument un peu particulier. On peut le regarder ensemble, d'accord? Donc vous voyez que il a ces segments hexagonaux, ok. Ça c'est la lumière, c'est vraiment les miroirs, le miroir principal qui va capter la lumière. La lumière arrive comme ça, d'accord. Ensuite, elle va être déviée, collectée ici dans ce foyer secondaire et renvoyée dans ce trou au milieu, d'accord, où il va se passer vraiment la science, entre guillemets, d'accord. Mais en fait, du fait de cette forme, ça va avoir une influence sur la lumière collectée. Donc déjà, il y a ces gros barreaux là qui tiennent le foyer secondaire, qui vont empêcher une partie de la lumière de passer, mais aussi la lumière elle peut diffracter sur les différentes surfaces en fonction de sa couleur de la lumière de la longueur d'onde, d'accord. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc ça c'est peut-être une image célèbre que vous avez vue quasiment au moment du lancement de James Webb, un peu après. En fait, tous ces hexagones, il a fallu bien les aligner, et la preuve que tout est aligné, c'était cette image. Donc en fait, on est en train de pointer le télescope sur une étoile, donc c'est plus ou moins un point normalement, d'accord. Et la réponse qu'on obtient sur le capteur, sur la caméra en fait du télescope, c'est quelque chose comme ça. Donc vous voyez que la lumière est bien déformée, d'accord, dans cet exemple. Et c'est dû à la nature, de la forme de ces hexagones et de ces strates de vent, d'accord. Donc j'ai retrouvé un petit schéma sympa sur le site de la NASA qui explique ça. Donc vous avez plein de schémas de surface de collecte de miroirs principaux de télescopes, avec aussi des petites strates. Et à chaque fois, vous voyez un peu la transformation qui est induite sur la lumière qui arrive dans l'instrument. Donc avec un cercle, en fait, on obtient des petits anneaux, ok. Et ça devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on ajoute des éléments, d'accord. Et ça, c'est vraiment juste parce qu'on a une surface de collecte qui est limitée, okay, et parfois on est obligé, à force de contraintes techniques, de faire des choix comme ici, de couper le miroir en hexagone. D'accord. Donc il faut tenir compte de tout ça. Ça, c'est une image d'une couleur un peu comme je vous montrais avant. Maintenant, je vais inclure les effets de diffraction et d'étalement du flux tels qu'on vient de discuter, ok. Et ça ressemble maintenant à ça, ok. Donc c'est fou. Donc on voit si on devait observer ça, on a perdu vraiment pas mal de la structure, ok, qu'on voit proche du centre de la galaxie et même aux abords. C'est un peu plus compliqué de comprendre ce qui s'y passe, d'accord. Il manque aussi une étape. La caméra, elle a un nombre fini de pixels, donc il faut aussi rediscrétiser l'image, d'accord. Donc on obtient vraiment un truc comme ça à la fin. Donc si je me sers de ça pour faire une image en fausse couleur comme avant, où je combine plusieurs couleurs, c'est ça que j'obtiens avec la même galaxie. Donc vous voyez à quel point on perd toute la structure interne qu'on voyait avant, d'accord. Ici, on a des petits zigzags un peu noirs. Là, c'est quand il y avait du gaz enrichi et des poussières à l'intérieur du disque galactique, d'accord. Et donc, quand la lumière venait vers nous, elle a dû traverser ces endroits-là, et en fait, elle a été déviée ou rougie. On la voit moins bien, d'accord. Et ici, on a vraiment perdu cette information localisée. Mais on retrouve quand même certaines choses. Donc là, on est un peu plus bleu. Là aussi, on est un peu plus bleu. Là, on a un petit grumeau très bleu qui doit former pas mal d'étoiles, et on le retrouve un petit peu là aussi. Ok. Donc là, c'est les deux en mouvement à nouveau. Ok. Et vous voyez à quel point, en fait, rapidement, quand on monte dans le temps, on commence à plus rien voir du tout. Hein. On a juste un bloc, d'accord. On a quelques informations sur ce qui se passe autour parfois, mais on n'a rien du tout de toute la richesse au centre, d'accord. Ok. Et donc, juste pour finir ce petit exposé, je voulais parler des défis, d'accord. Parce que je suis arrivé à cette étape et on peut se dire, ok, on a simulé toute la lumière, tout va bien, on a résolu tous nos problèmes. Là, si j'ai cette image, je peux mesurer la taille comme le feraient les observateurs et faire une belle comparaison, d'accord. Mais j'ai un peu loupé quelque chose pour vous expliquer.
un peu l'état de l'art et pourquoi on n'a pas du tout résolu ce problème encore, d'accord? Donc pour valider nos simulations, il nous faut un échantillon de galaxies qui est comparable à ce qui est vu dans le ciel, d'accord? Et en fait, on a plusieurs problèmes. Donc je vais essayer de faire un petit schéma, je vous promets, c'est le seul schéma, le seul plot de la présentation, d'accord? Donc je vais avoir un axe qui est le nombre de galaxies, et un autre qui est la masse, d'accord? Et si on fait l'inventaire de ce qu'on voit sur le ciel et que je schématise extrêmement fortement, les galaxies les plus nombreuses qu'on peut voir, elles sont plutôt pas de faible masse et irrégulières. Ensuite, un peu au milieu, on va avoir plutôt des spirales, et c'est vraiment pas systématique, hein, c'est vraiment une question de probabilité. Et aux plus fortes masses, on a plutôt des gros objets elliptiques, un peu ronds, parfois sphériques. Okay, et plus la galaxie est massive, plus elle est lumineuse. Et en fait, ça va induire un biais qui font que entre simulateur et observateur, des fois on a du mal à se comprendre. Okay, comme les plus massives, elles sont plus lumineuses, c'est vraiment plus facile d'observer des galaxies lumineuses. D'accord. Par contre, une galaxie plus massive, on a besoin de plus d'éléments de résolution pour la simuler. Donc elle est plus coûteuse à simuler. Donc on a moins tendance à avoir un gros échantillon de galaxies lumineuses. Okay, et au contraire, on va avoir plein de petites galaxies. Donc ça, c'est un biais important. L'autre aspect que j'ai un peu occulté, c'est que j'ai mentionné le fait que quand je faisais mon transfert de rayonnement, le gaz interagissait avec la lumière et ça impactait la lumière. En fait, c'est réciproque. Donc pendant que les photons vont des étoiles jusqu'à nous, et en fait dans toutes les directions, ils peuvent interagir avec les atomes du gaz et les molécules du gaz, d'accord, et transformer le gaz. Donc ils peuvent le chauffer, d'accord, par exemple. Et ça se produit tout le temps, tant qu'il y a des étoiles qui éclairent le gaz. Donc en fait, ça, il faut le faire en continu. Il ne faut pas faire juste quand on veut simuler l'observation. Donc ça veut dire qu'il faut faire cette étape de transfert relatif beaucoup de fois, et ça, c'est très coûteux, d'accord. Donc ça veut dire que, j'ai sauté tout ça, en fait, c'est pas souvent fait, d'accord, dans ce genre de travaux, et en tout cas, pas à la même échelle que ce que je vous ai présenté avant, d'accord. Et je fais juste un petit peu une pub pour les travaux de Corentin, d'accord. Il y a une super simu et d'autres qui s'appellent Mégatron. On est très fort pour trouver des acronymes un peu alambiqués. Où il fait, il est à la pointe de cette chose-là, concrètement. Il essaye de vraiment coupler la lumière à l'hydrodynamique et la chimie du gaz. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était un peu particulier, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Alors, des questions. Et je vous rappelle, il n'y a pas de questions trop simples. Et est-ce que certaines... là, on a vu du coup la différence entre ce qu'on observe, la probabilité d'observer certaines galaxies et leur occurrence réelle, en tout cas dans les simulations, sur exactement ce graphe. Est-ce qu'il y a certaines formations de galaxies ou certaines interactions que vous avez observées par simulation qui pour l'instant n'ont toujours pas été observées et que du coup vous attendez de pouvoir voir si des observations vont avoir lieu sur ce genre de phénomène? Ouais, c'est une question super intéressante. Je pense que ça se produit dans les deux sens, du coup. Donc par exemple, avec le James Webb, on a eu beaucoup de travaux qui nous ont montré que dans l'univers très lointain, il y avait plus de galaxies massives que ce qu'on pensait a priori avant le James Webb, d'accord. Et l'une des choses qui pourrait en partie expliquer ça, c'est que les volumes des simulations sont trop petites et on n'a pas une assez bonne statistique pour vraiment dire avec une confiance absolue qu'il n'y a pas un problème de représentativité, justement. C'est pas l'entièreté de la solution, mais c'est peut-être un ingrédient, par exemple. Voilà. Ben, je pourrais ajouter qu'il n'y a aussi pas de questions trop compliquées. C'est pas très fair pour Joe. Une dernière question. Sabine, t'as Est-ce que du coup, justement, il y a des galaxies qu'on a observées et qu'on n'arrive pas à simuler? Des choses qu'on ne saurait pas reproduire à l'heure actuelle? La
la question à l'inverse. Non, non, mais c'est en fait, je vais répondre un peu la même chose. Dans l'univers très lointain, on a des papiers qui nous disent qu'il y a des galaxies très très massives et très très précoces. Et on a vraiment du mal à reproduire ça sans s'appuyer sur tous les paramètres dont parlait Corentin, qui font que si on faisait beaucoup d'autres galaxies, ça serait sûrement pas réaliste. Mais une forme de galaxie Une forme de galaxie. qui n'existe pas dans le simu et qui existera bien là-bas. Je sais pas, mais tu veux dire une morphologie Ouais, une morphologie particulière. Corentin en a un peu parlé à un moment, en fait, on n'avait que des spirales dans nos simulations et il nous manquait un bout de physique, un bout de modèle pour avoir aussi des elliptiques. Aujourd'hui, on a presque un peu à nouveau ce problème-là, en changeant de résolution. On avance un peu, mais des fois on recule aussi. Un autre aspect. Question? Ok, sinon j'ai une question. C'est quoi, il y a des observations qui vous manquent pour mieux faire des simulations? Qu'est-ce que vous voulez des observateurs pour mieux simuler des choses? C'est la pire question de discussion en fin de conférence. En fait, je me suis aperçu qu'il fallait juste qu'on continue à se parler entre communautés. Et c'est vraiment important parce qu'on ne se rend pas compte en fait tout ce qu'on prend pour évident de chaque côté des choses. Pour les gens qui ne sont pas en astrophysique dans la salle, il y en a quelques-uns. On est vraiment spécialisé au point de... Moi, en fait, en faisant ce travail, je découvre un peu le travail des observateurs, un tout petit peu. Mais c'est un peu la première fois. Donc moi, c'est ma réponse principale. C'est un peu botter en touche. Parce que je considère que tout le monde fait un peu bien son travail. En fait, de chaque côté, il faut qu'on continue à faire des plus grands volumes, plus d'objets, pour mieux comprendre, et en même temps des études plus détaillées sur certaines questions spécifiques. Et si j'avais une autre réponse, je sais pas, je pense que j'aurais plus de papier. Super, on remercie encore Joe.